Salut à tous, bienvenue sur Copo & Co. Et tout d'abord, merci parce que vous êtes très patients. Je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment de faire des vidéos. Et malgré tout, vous continuez à être présents, à commenter. Ça fait vraiment super plaisir. Et j'ai un petit chantier que je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire ensemble. Donc voilà le projet. En fait, vous voyez cette mêlée-là, pour y accéder, il faut lever ce couvercle-là qui est assez lourd. On a accès à un grand coffre. Mais mes clients, ils mettent des choses dedans, ils mettent des choses dessus. Et du coup, à chaque fois, il faut vider tout ce qu'il y a dessus pour accéder au dedans. Et c'est pas pratique. Donc ils m'ont demandé de trouver une solution, je leur en ai proposé deux. La première, c'est de faire une découpe, tac. Enfin la première même, c'était de découper juste ce panneau-là pour en faire la façade d'un tiroir qu'on tirait en entier. Alors, au début, c'était très emballé, mais finalement, ils optent plutôt pour une seconde solution qui serait de faire une porte qui bascule, un ouvrant, avec une partie de charnière en bas, et du coup une ouverture frontale sans rien qui sort, etc. La problématique que j'ai, évidemment, c'est que c'est pas prévu pour faire une porte. Donc, il va falloir que je ruse et que je découpe la structure existante pour intégrer un mécanisme de charnière et pour intégrer aussi un mécanisme de retenue pour pas que le poids de la porte fasse que ça tire sur la quincaillerie. Parce que quand on va chercher notre objet au fond de la maie, eh ben, on peut pas tenir en même temps la porte, etc. Donc ça va être les deux contraintes. Allez, première étape, car j'aime mon petit confort, je me mets à hauteur avec mon établi qui est fait avec un lit médicalisé. Les anciens connaissent, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Et ensuite, je me mets une butée sur la charpente de l'atelier pour tenir le couvercle ouvert. Voilà, l'idée, c'est quand même que ça ne me tombe pas sur la tête pendant que je travaille dedans. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous connaissiez ce type de meuble, ou peut-être chez vous, c'est un autre nom. Mais vous voyez ici, je suis en train de reporter du coup des tracés pendant que tout est ensemble pour me dire, ça sera l'emplacement de mes charnières. Résultat, ces tracés n'ont servi à rien parce qu'il y a eu vraiment des soucis qui se sont présentés. Mais je vous explique ça assez rapidement. Donc je mets des scotch en façade pour repérer mes futurs traits de coupe. L'idée, c'est que une fois découpée, ma future façade, elle ne tombe pas en puzzle, elle ne tombe pas en morceaux. Il faut que tout reste solidaire. Donc il faut que je fasse attention où se trouvent les petites chevilles en bois qui solidarisent les montants avec les traverses et les montants avec le petit plateau central que l'on voit. Et puis du coup, je vérifie aussi quelle est la profondeur de mon meuble, de façon à ce que ma façade, elle ait la même hauteur que l'intérieur de mon meuble. Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé que ça serait fait. Sauf que vous le voyez, l'intérieur du meuble, là, le fond du meuble, on voit à travers, il est mou. Oh, donc je me suis dit, il va falloir rajouter un fond de meuble. Donc je modifie la hauteur de la façade, et puis je vais dans le stock pour trouver de quoi faire un fond potable pour ce meuble qui, malgré tout, reste dans l'esprit. L'idée, c'est pas de mettre un bout de mélaminé blanc, vous imaginez bien. Donc voilà, là, ce sont les fameuses chevilles dont je vous ai parlé. Elles vont rester sur la façade. Et vous voyez les petits traits là, ce sont les futurs traits de coupe. Voilà, il faut être très attentif et vraiment décider parce qu'une fois que c'est coupé, c'est trop tard, hein. Mais sur ma façade, je vais garder de mémoire au moins 6 chevilles en bois. Et normalement, si tout se passe bien, bah, ça va permettre d'avoir une façade qui reste bien solidaire. Le fond, je vous en ai parlé, donc j'avais du contreplaqué chêne pour un autre projet. Je me suis dit que ça serait vraiment idéal. Une fois huilé, que ça serait vraiment assorti à mon meuble, tout en étant solide. Donc j'ai découpé un rectangle, mais en fait il n'est pas du tout rentré dans mon meuble, parce que le meuble il avait travaillé, il était moitié arrondi dans un coin, oblique dans l'autre. Donc j'ai pris un carton, et j'ai fait un petit gabarit minute, que j'ai ensuite reporté sur le contreplaqué chêne que j'avais préalablement découpé. Ça m'a permis vraiment de faire un fond sur mesure, et qui rentre sans souci. Voilà, ça fait 18 mm, donc ça va être suffisamment solide pour ce qui sera stocké. Voilà, donc il faut faire attention parce qu'il y a des petites chevilles en bois qui sortent à l'intérieur. L'idée, c'était pas non plus de tout casser. Donc j'ai vraiment fait attention au sens où l'enfiler, mais je voulais vraiment le tester pendant que le meuble, il était encore en une seule pièce et bien solide. Voilà, pour pas que mon tracé soit trompé. Donc je vérifie ma nouvelle profondeur. Évidemment, ça fait 18 mm de moins. Et je vérifie qu'en façade, c'est la même cote qui est émise. Et là, voilà, on a beau repousser, il faut passer aux choses sérieuses, il faut passer à la découpe. Et ça m'a vraiment fait peur parce qu'une fois que c'est fait, quoi. Donc, je mets une petite cale sous mon rail, histoire de vraiment bien être à plat. Je me mets même à genoux sur l'établi, parce que position insolite, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et je fais attention à mes repères de tracé pour pas les dépasser. Voilà. Alors, la scie plongeante, elle va très très bien du coup, parce qu'elle est sur batterie. Je vais vous mettre son lien dans le descriptif sous la vidéo, avec tous les autres outils, les petits serre-joints et trucs comme ça, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. Et donc à chaque fois, je termine mon trait de coupe avec la scie sauteuse, parce que la lame, elle a une forme ronde, donc évidemment, elle ne va pas pile poil sur toute la hauteur jusqu'à l'extrémité du tracé. Ensuite, j'ai mis des petites cales sous la façade, vous voyez, il y a un petit serre-joint rouge qui dépasse, de façon à la retenir.
Parce que l'idée, c'est que, voilà, moi je suis toute seule, et il faut que la façade, elle puisse tenir en place sans s'écrouler une fois qu'elle sera désolidarisée du corps du meuble. Donc on défait les serre-joints, on termine là encore avec la scie sauteuse, toujours sur batterie. Alors que ce soit pour la scie plongeante ou la scie sauteuse, il faut des lames adaptées parce que là j'avais de mémoire quasiment 40 mm à découper. Hein, et autant le fond était pourri, autant le devant était bien solide. Donc il faut vraiment des outils adaptés et suffisamment puissants. Et on va voir si ça a fonctionné. Voilà, gros suspense. Ah, voilà le petit moment qui fait plaisir. Ça fait plaisir, mais je vais vite me rendre compte qu'il y a des petits soucis. Allez, on parle des charnières maintenant. Bon, arrive le moment épineux de savoir comment on va articuler la porte sur le meuble. Et le plan que j'avais fait ne se déroule pas comme prévu. Comme quoi, il faut toujours réfléchir sur des maquettes, faire des prototypes si on n'est pas sûr. Et je vous explique pourquoi. J'ai des portes qui font 36 mm d'épais. Parce que ici, vous voyez, mes montants font 36 mm d'épais et la partie basse aussi. Donc, il va falloir que ma porte qui est ici puisse manœuvrer avec ce que j'avais prévu, donc notamment des charnières invisibles. Je vous explique pourquoi ça ne se passe pas comme prévu. Il va falloir que je trouve une autre solution. J'avais prévu de mettre des charnières invisibles parce que c'est très fiable, parce qu'il y a un petit amorti, parce qu'il y a un petit frein, etc. Et il y a des réglages. La problématique que j'avais, c'est que vous voyez, ici, on a une porte qui est très épaisse. J'ai fait une maquette en fait de mon meuble. Là, c'est la partie basse de mon meuble, le plancher de mon meuble. Et là, c'est la porte. Et donc, j'ai reproduit les mêmes épaisseurs. Ici, j'ai 36 mm d'épais. Donc, j'ai mis 2 panneaux de 18 et ça refait l'épaisseur prévue. Et j'ai regardé dans le configurateur produit de chez Blum. Et pile poil, normalement, avec des charnières pose en tunnel, ça devait fonctionner. Donc, je me suis dit, on va tester. Donc là, je suis au maximum des réglages de ma charnière. Et vous voyez, on a quand même un jeu qui est assez important en bas. Hein, on a vraiment, je sais pas, 7-8 mm. Et en fait, regardez ce qui se passe quand on essaie d'ouvrir la porte. Eh ben, ça frotte, ça touche. Et à moins de forcer, voilà, ça marche pas. On peut pas l'ouvrir parce qu'en fait, les caractéristiques de ce type de charnière ne sont pas bien compatibles avec des épaisseurs comme ça. Ce sont des charnières pour porte épaisse. Mais en gros, porte épaisse, ça va plutôt jusqu'à 32 mm. Donc, je ne peux pas installer ce mécanisme. Mais vous voyez, ça me conforte dans l'idée d'avoir perdu du temps en faisant une petite maquette. Parce que si j'avais foncé bille en tête, j'aurais fait les grands trous là qui me servent ici pour fixer mes charnières dans ma façade définitive, pour au final ne pas les utiliser, ce qui est très dommage, ça aurait dégradé la façade, alors que celle-ci elle est centenaire et qu'elle n'a rien demandé. Donc, je vais bien m'orienter vers un autre système de fixation, et je vais vous expliquer lequel. Eh ben, il faut trouver des solutions. La solution, ça va être d'utiliser des charnières de ce type. Donc, je les ai installées sur ma maquette, comme je dirais, pour voir ce que ça donnait. Et donc, cette fois-ci, hein, évidemment, quand on l'ouvre, eh ben, ça pose vraiment plus de problème. Alors, on a beaucoup d'écart, hein, mais quand je vais recevoir mes charnières, j'en ai commandé spécifiquement du coup pour le projet, je vais usiner un petit peu le bois de façon à les encastrer et éviter d'avoir un jour trop important. Mais l'avantage, voilà, c'est que là, il n'y a plus de problème d'ouverture et ça sera quand même plus adapté au projet. Donc, si je peux vous recommander ça, faites toujours des maquettes si vous avez possibilité. Donc, on va poursuivre le chantier et puis après, on va mettre aussi un système de maintien pour éviter que la porte soit trop en porte-à-faux. Donc, pour ça, j'ai commandé des câbles. On va voir ensemble comment les installer et si ça fonctionne comme c'est prévu. Allez, c'est parti. Et avant d'oublier, je mets un petit coup de rubio. J'ai choisi une teinte vieux chêne. D'ailleurs, il y a un code promo si ça vous intéresse. Hein. Dans le descriptif, je vais vous le rajouter. Ça va me permettre de le traiter assez rapidement, de façon super solide. Et vous voyez, on est plutôt assorti au reste du meuble. Il faut savoir qu'on peut les mélanger entre elles pour avoir des teintes qui changent, enfin, qui s'adaptent vraiment à nos projets. Donc, je le mets en place et histoire qu'il ne bouge pas, eh bien, je vais mettre des petites spax en dessous. Au moins, je suis sûre que ça, voilà, que ça va pas bouger pendant la manipulation, etc. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas des choses qui risquent de se faufiler en dessous non plus. Et puis là, ça fait vraiment plus propre. Je repère ensuite eh bien, l'emplacement de mes futures charnières. J'ai pas forcément de contraintes, donc là, c'est plutôt à l'œil. Je crois que je me suis mise à peu près à 10 cm du bord. Et puis après, avec ma petite affleureuse sur batterie, eh bien, j'ai dégagé le bois de l'épaisseur de la charnière qui m'intéressait. Peut-être 2 ou 3 mm. Il ne faut pas non plus l'enfoncer trop parce qu'après, ça gêne un petit peu l'ouverture. Donc, j'ai fait des petits tests sur des chutes encore. Et puis, j'ai installé mes charnières. Voilà, c'est des charnières qui sont inox, plutôt solides. Je crois qu'elles font 7 cm. Là aussi, je peux vous mettre les références.
Et en fait, il s'avère que pour le couvercle de la maie, ce sont déjà des charnières comme ça qui étaient installées. Alors là, je fais ma maligne, je sais qu'il faut la mettre, la façade installée comme si elle était en position ouverte, donc à 90 degrés par rapport à la face avant du meuble. Sauf qu'au tout début, je l'ai mise posée sur les pieds, donc elle était à 180 degrés. Et quand j'ai vissé mes charnières, en fait, ça pouvait pas se refermer. Donc maintenant, je le sais, dans quel sens il faut mettre la façade pour pouvoir visser ce type de charnière, mais c'est pas de la quincaillerie que j'utilise très souvent. Donc voilà, il a fallu être vraiment très précis pour que le petit jour périphérique il soit à peu près régulier partout, parce que là, il n'y a pas de réglage. Si ça sort trop d'un côté, il faut enlever la vis et revisser juste quelques demi-millimètres à côté, quoi. Donc c'est la grosse problématique de ce type de charnière, c'est qu'il y a zéro réglage. Mais bon, dans le cas présent, à mon sens, c'était quand même la plus adaptée au projet. Donc première victoire, j'ai une façade qui bouge, mais maintenant j'ai une façade qui doit pouvoir rester fermée aussi. Donc vous voyez, j'utilise un petit forêt étagé pour percer deux petits blocs. Enfin, en l'occurrence, j'en utiliserai qu'un seul. Le second, ça sera pour le deuxième meuble. Là aussi, je mets un petit coup d'huile pour que ça soit un petit peu plus discret dans le meuble. Et ça va me permettre de fixer un petit loquet magnétique. Alors, j'avais pas forcément d'idée, mais je voulais quelque chose qui n'ait pas besoin d'être actionné à la main, qui soit discret et facile à entretenir s'il y a besoin. Donc, je me mets un petit serre-joint. Là encore, quelques spax pour visser tout ça. L'avantage, c'est que le bois, il était en bon état sur le haut du meuble. Donc, quand je vissais, ça se tenait quand même plutôt bien. Ça aurait été mieux si j'avais eu des loquetos magnétiques de couleur bois. Malheureusement, en stock, j'avais que des blancs. Mais bon, depuis, j'ai investi, c'est promis. J'avoue, ça jure un peu, mais de toute façon, une fois fermé, on ne le voit pas. Donc voilà, l'important, c'était surtout que ça tienne. Mais je suis d'accord avec vous, parce que je suis sûre que vous avez fait cette réflexion. Ça aurait été mieux couleur bois. Sur la face avant, du coup, j'ai mis un petit aimant. Et donc, vous le voyez, sur le haut du meuble, on est quasiment à la même hauteur. Limite, il aurait fallu que j'enlève un millimètre. Mais la façade, elle était irrégulière de toute façon. Donc moi, j'ai pris le parti de percer et de mettre, vous voyez, une petite butée exprès en plastique de façon à être sûr que le coffre, une fois fermé, il ne touche pas à la façade. Et l'idée, c'est que ça ne frotte pas. Hein. Il y a toujours un petit jeu sur le dessus. Donc j'ai mis une petite butée de chaque côté. Et puis après, j'ai utilisé des vis très spécifiques de chez Spax qui sont prévues pour de la couverture normalement. Ça s'appelle des vis de fer blandier. Et puis des câbles en inox, là encore. Qui sont très sympas. C'est la première fois que je les commandais, mais j'en reprendrai d'autres si besoin. Parce qu'en fait, ils sont revêtus tout autour d'un petit plastique transparent. Donc ça coulisse super bien, ça fait pas mal aux mains, c'est très propre, bien fini surtout. Et surtout très solide, parce que dans le passé, sur des projets similaires, j'ai déjà utilisé des petits coulisseaux ou des vérins à gaz. Et en fait, ça supportait très très mal le poids du bois. Donc voilà, mission accomplie. Vous voyez, on peut ouvrir le coffre. On peut ouvrir la façade. Alors à terme, mes clients ils vont mettre une poignée, mais ils n'avaient pas encore choisi. Et vous voyez, c'est quand même super discret. On ne se rend même pas compte qu'il y a une ouverture. Voilà, et ça tient très bien avec un nouveau fond tout propre. Ouais, j'espère que ce petit chantier en immersion dans l'atelier qui paye pas de mine vous aura intéressé. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Likez-moi ça, commentez et surtout, il y a une petite tradition. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que vous faites partie des bons. Donc mettez-moi quel type d'aliment vous metteriez dans ce garde-manger géant si vous en aviez un à la maison. Comme ça, je saurais que vous étiez là jusqu'au bout. À très bientôt sur Copo & Co et surtout n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Bye bye.